ma part, je vais aller donc directement au vif du sujet, sachant que je n'ai pas déjà besoin de remercier à nouveau moi-même et Alexis Luquigno, donc je pourrais aller beaucoup plus rapidement. Et je voudrais immédiatement commencer mon propos donc, sur le volet féministe de ce projet de constitution en évoquant avec vous une poétesse qui est peu connue en Europe. En Amérique latine, en revanche, elle est une référence. Alors, elle est une référence pour la qualité de son style, la beauté de ses métaphores et la sonorité de ses vers, mais aussi par sa personnalité, faite d'indépendance et d'affirmation. Cette poétesse chilienne que l'on voit ici, Gabriela Mistral, est non seulement la première latino-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature, mais elle est tout simplement le premier auteur latino-américain, indépendamment de son sexe, à le recevoir en 1945. En relisant ses œuvres de jeunesse, je suis tombée sur un article qu'elle avait publié alors qu'elle n'avait que 16 ans, intitulé « L'instruction de la femme ». Alors ici, vous trouvez la version originale. J'ai tenté une traduction un peu maladroite et beaucoup moins esthétique que la sienne. Et dans ce paragraphe, elle dit la chose suivante. « Et à mesure que la lumière se forme dans les intelligences, on comprend la mission et sa valeur. » La valeur de qui? De la femme. Et aujourd'hui, elle n'est plus l'esclave d'hier, mais l'égale compagne. Au regard de son humiliation primitive, elle a déjà conquis suffisamment, mais il lui reste encore beaucoup à explorer pour entonner un chant de victoire. Et cette dernière phrase, elle a beaucoup résonné en moi à la lecture du projet de constitution 2022. En effet, juridiquement, la femme est bien l'égale de l'homme. Ceci est déjà établi par l'actuelle constitution chilienne et donc nous devrions nous contenter de cela. Elle a donc conquis suffisamment. Le projet de 2022 souhaitait clairement aller au-delà et proposer une nouvelle piste à explorer pour peut-être donc enchanter un chant de victoire. Une piste qui a fait l'objet de nombreuses controverses, mais sur laquelle j'aimerais que nous attardions quelque peu. L'importance des droits des femmes dans le projet, il est bien connu, hein. On le définit toujours comme ça, cette constitution, voilà ce que l'on peut lire d'elle, constitution féministe, la marque féministe du projet de constitution. La constitution que va voter le Chili est une des plus féministes du monde. Donc, il est établi, même si j'ai mis un point d'interrogation, que visiblement, il n'y avait pas besoin de mettre un point d'interrogation. Mais si, évidemment, ce point de vue, je voulais quand même maintenir ce point d'interrogation parce que ce point de vue, il est établi si on se considère comme féministe, puisque ce projet est présenté comme étant l'apothéose constitutionnelle des droits des femmes. Au contraire, si on ne se présente pas comme tel, si on ne se définit pas comme féministe, ou si l'on est très attaché à l'universalisme des droits fondamentaux, ou si l'on considère comme absurde qu'une constitution puisse être féministe, le texte, évidemment, là, cette fois-ci, ne va susciter que le rejet. Et dès lors, le référendum de septembre 2022 n'aurait fait que confirmer l'absurdité d'une telle démarche. Alors, moi, j'aimerais peut-être pousser l'analyse un tout petit peu plus loin et puis essayer de replacer cette démarche dans un contexte national et régional. Et je vais évidemment confirmer la dimension féministe du texte, mais j'aimerais quelque peu nuancer l'analyse. Mais ceci est possible à la condition que, bien évidemment, vous soyez prêts avec moi à entendre le sens de la démarche et à ne pas la dénigrer d'emblée. Même les personnes les plus acquises à l'égalité femmes-hommes pourraient naturellement être dubitatifs à l'égard d'un texte constitutionnel qui se prétend comme féministe. Pourquoi? Parce qu'un texte qui a essentiellement pour vocation de régir les relations entre État et citoyens n'a peut-être pas grande pertinence ou n'a pas grande utilité dans le domaine du féminisme, puisque c'est bien souvent dans la sphère privée, celle de l'intime, celle du professionnel, que les violations et les inégalités des femmes se font jour. Donc, il pourrait paraître alors étrange de s'attarder de voir ou de rechercher dans les constitutions une dimension féministe. Alors, ceci peut paraître logique du spectre européen, mais alors, le fait est que dans d'autres pays, déjà, cette démarche a déjà été entamée. On a déjà, dans certaines constitutions, des interdictions assez explicites du sexisme en allant au-delà de la simple reconnaissance formelle égalité femmes-hommes ou hommes-femmes. Ici, j'ai mis l'exemple de la Constitution d'Afrique du Sud qui mentionne dans son article 1b l'interdiction du racisme et l'interdiction du sexisme. On le retrouve également dans la Constitution d'Équateur, dans laquelle il est formellement interdit, en tout cas au moment de l'usage de la liberté d'expression, d'avoir des propos sexistes. Ainsi,
dans la logique des constituants chiliens, l'idée était de partir du principe que c'est par son inaction que l'État devient responsable de ces discriminations et de ces violences, et que cette constitution, qui était jusqu'alors aveugle au genre et au sexe, devait donc prendre ces tonalités féministes. L'objectif n'est pas de porter un regard positif ou négatif à l'égard du choix qu'il a été fait d'accorder un point si important aux droits des femmes dans le texte chilien, mais d'essayer d'en saisir toutes les dimensions. Alors, pourquoi cette constitution est-elle indéniablement, malgré tout, féministe et sans ici porter un jugement de valeur? En tout cas, je vais essayer de ne pas le faire, mais je vais essayer d'expliquer en quoi ce texte est féministe. Il est féministe, d'une part, parce que c'est une constitution qui a été écrite par des femmes. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué au moment de présenter le processus, mais je pense que c'est important d'indiquer, d'autant plus que le rôle des femmes dans le processus était vraiment loin d'être acquis. Pourquoi? Parce qu'elles n'apparaissent pas, elles n'apparaissent pas comme des acteurs de premier plan au tout début du processus constituant. Ici, je vous mets une photo. C'est la photo au moment où a été annoncé l'accord pour la paix sociale et la nouvelle constitution, donc au moment où on lance le processus constituant par les partis politiques. Et ici, sur cette photo, on n'y voit que 4 femmes avec beaucoup d'hommes. Donc les femmes n'étaient pas vues comme protagonistes du mouvement. Mais très rapidement, elles vont réussir à s'emparer, les réseaux féministes vont réussir à s'emparer du processus, et la question de la parité va émerger dans la loi constitutionnelle du 20 mars 2020, puisque c'est cette loi qui impose la parité sur les listes électorales et instaure un mécanisme correctif à l'issue du vote pour s'assurer que dans chaque circonscription, la parité des sexes soit respectée, et donc même au détriment des votes. Si plus d'hommes avaient obtenu plus de voix, eh bien non, un correctif était prévu pour favoriser les femmes. Au final, dans son application, ce correctif a plutôt joué en faveur des hommes. Il y a eu moins d'hommes élus par les votes, et ce sont des femmes qui ont été éliminées et qui ont dû laisser leur place à des hommes. Ainsi, nous avons obtenu une convention constitutionnelle avec 77 femmes. Ce qui est intéressant, tout le monde a mis en avant le fait qu'il s'agissait ici d'une très grande innovation constitutionnelle, d'une grande innovation en termes de processus constituant. J'ai retrouvé une recherche qui a été faite par Nana Kotamaru et Mary O'Reilly, qui ont fait une recherche entre 1990 et 2015 sur 75 pays qui s'étaient engagés dans un changement constitutionnel après un conflit ou une dictature, et elles avaient calculé que dans ces 75 pays, seuls 19% des membres des organes chargés d'élaborer les nouvelles constitutions étaient des femmes. Et donc là, on voit, je pense, encore plus le saut qu'a voulu faire le Chili dans ce processus constituant. Toutefois, cette parité n'aurait pu avoir qu'un effet de communication, et donc le fait que cette constitution soit écrite par des femmes n'est que soit qu'un pur gadget, purement accessoire. Toutefois, les femmes au sein de la Convention constitutionnelle ont pleinement pris à corps cette mission, et elles se sont très rapidement constituées en collectif. Ici, on voit le collectif féministe, qui était une réunion de toutes les femmes constituantes qui se considéraient comme féministes, même si elles appartenaient à diverses couleurs politiques. Ce collectif a été très important pour constamment apporter des éléments de discussion et d'approfondissement des droits des femmes. Elles ont surtout été extrêmement vigilantes au moment de la rédaction du règlement intérieur de la Convention, puisque c'est le premier texte que va adopter cette Convention constitutionnelle. Avant même de se mettre à rédiger le texte constitutionnel, ils rédigent d'abord pendant 2 mois et demi un règlement. Ce règlement, il est extrêmement important parce qu'il nous donne déjà des indications du texte à venir. Et notamment dans ce règlement, ici je vous mets un extrait, l'article 3, c'est du règlement général de la Convention. Cet article insiste en particulier sur la nécessité d'établir une communication non sexiste pour faciliter les interactions et éviter la discrimination de secteurs historiquement exclus. Ainsi, le temps de parole était comptabilisé en fonction du genre et toutes les instances étaient paritaires, y compris le bureau. Le rôle des femmes a été tel qu'on a eu 2 femmes présidentes de la Convention constitutionnelle. La première, Elisa Loncón, qui a été la grande figure politique importante. Et puis ensuite, comme c'était une présidence tournante, au bout de 6 mois, il devait changer. Nouvelle élection, et c'est à nouveau une femme qui est élue, María Elisa Quinteros, qui assurera la présidence jusqu'à la fin de la remise du projet de constitution.
Alors cet attachement au fait que ce soit des femmes qui écrivent le texte repose sur une idée qui est notamment défendue par Devra Moller, qui a écrit donc un ouvrage sur Distrusting Democrats et qui s'est beaucoup intéressé à ce qui ressort de la fabrication des constitutions par la participation populaire. Et elle repose sur l'idée, enfin, en tout cas une de ses démonstrations est de démontrer que le degré de participation et d'inclusion dans le processus constituant peut avoir un impact sur la légitimité populaire et donc sa mise en œuvre. Ainsi, plus il y a de femmes qui écrivent, plus il y aura un impact sur le contenu et un attachement des femmes au texte. Alors, si ce point de vue peut être débattu et contesté, hein, là, ici, je ne peux pas vraiment approuver, en tout cas, on ne peut pas vraiment confirmer ou utiliser le cas chilien comme confirmation de cette hypothèse, puisque, en l'absence d'adoption du projet de constitution, nous ne pouvons pas savoir si le fait d'avoir été écrit par des femmes allait aider à son adhésion et à sa mise en œuvre. En revanche, ce qui est intéressant de constater, c'est que le fait que des femmes aient eu une place centrale dans la table d'écriture de la Constitution a eu un impact indéniable sur le contenu du projet. Je ne sais pas dans quelle mesure le peuple, en tout cas les femmes chiliennes, se sont senties reconnues dans le texte. En tout cas, il est indéniable que le fait que ce soit des femmes qui écrivent a eu un impact sur le texte. Et ici, on fait davantage référence à un article qui est souvent cité, parce que c'est un article qui a été vu comme un article de référence, qui avait été écrit en 1993 par Hilary Charlesworth et Christine Shinkin au sujet du droit international. Parce que dans cet article, elles affirmaient que si plus de femmes avaient participé à l'élaboration des normes de droit international, le jus cogens et les droits de l'homme seraient radicalement différents. Et donc, c'est en s'appuyant sur cette démonstration qu'on utilise l'exemple chilien pour montrer l'impact de la présence des femmes dans l'écriture des constitutions. Et effectivement, cette constitution écrite par des femmes, elle a été écrite pour des femmes. Ça se voit quand on le lit. Il suffit de le lire, hein, de lire ce projet. Alors, ce projet, il est composé de 388 articles. Si on veut dénombrer le nombre d'articles qui portent sur les droits des femmes de manière explicite, je m'arrêterai à environ 39. On n'est pas toujours tous d'accord, mais je pense que 39 articles portent sur les droits des femmes. Ça peut être vu comme beaucoup, pas beaucoup, peu, énorme, beaucoup trop important. Mais pour moi, ce n'est même pas un nombre intéressant en soi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est bien l'ensemble du texte qui traite de ces questions, du fait d'un choix important, un choix crucial, qui a été le choix de l'écriture inclusive. Alors là, je sais que ça va causer des palpitations, que ça peut rendre nerveux certaines personnes. Dans le cas chilien, la technique employée n'est pas celle du point médian, qui est la technique qui est parfois employée en termes d'écriture inclusive. L'autre option qui aurait pu être choisie, mais qui a été exclue, aurait pu être celle de fusionner le nom. Par exemple, los, le masculin pluriel, et las pour les féminins pluriels. Parfois, certaines féministes font une fusion et disent les pour les deux fusions. Ça n'a pas été un choix qui a été fait dans le cas chilien. Quel a été le choix fait? C'est celui de systématiquement féminiser et masculiniser toutes les fonctions. Et ça, c'est systématique dans tout le texte. C'est-à-dire que ça revient tout le temps. Ici, je vous mets juste l'exemple sur l'article qui traite du président de la République. Mais ici, c'est bien écrit que le gouvernement et l'administration de l'État correspondent à la présidente ou au président de la République qui exerce la tête de l'État, qui est à la tête de l'État. Et ça, c'est systématique, pratiquement. Alors, il y a eu quelques petits oublis, mais c'est pratiquement systématique. Et ce choix, il est d'autant plus impressionnant qu'il apparaît dès le début, en réalité. J'aurais pu commencer par la première phrase, parce que ça apparaît dès le préambule, sauf que moi, quand j'ai dû le traduire, ça a été un peu compliqué, parce que en espagnol, pour dire nous avons un nous féminin et un nous masculin. Donc, on peut dire nous, les femmes, et nous, les hommes, le peuple du Chili, mais en français ça sonnait un peu bizarre parce que je trouvais ça beaucoup plus élégant la manière dont c'était écrit en espagnol et donc ça a été un peu un défi de traduction. Mais au-delà du choix de l'écriture inclusive, regardons un petit peu ces droits reconnus aux femmes. Je vais aller très très vite parce que je ne vais pas faire la liste des 39 articles, ça n'a absolument aucun intérêt, mais en tout cas pour moi les plus importants sont le droit à vivre dans un environnement libre de toute violence. Cela revient à plusieurs reprises, notamment c'est vu comme, en tout cas, mis à la charge du système judiciaire de protéger les femmes
de cette violence. Un article a également tenu à préciser qu'une personne qui était condamnée de ces violences domestiques ou des violences sexuelles devait également subir une peine d'inéligibilité pour marquer l'importance de ces crimes. Évidemment, l'égalité de genre qui revient à plusieurs reprises. Donc ici, je vous donne quelques exemples sur le PowerPoint. Ce que je trouve plus intéressant, c'est l'idée qu'on ait également précisé qu'il fallait mettre en place une perspective de genre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette perspective de genre? La perspective de genre vise à incorporer dans l'analyse les nécessités, les expériences, les connaissances aussi bien des femmes que des hommes, en prenant en compte les rôles genrés qui leur ont été culturellement assignés. Dès lors, une politique qui se base sur une perspective de genre implique la prise en compte des relations de pouvoir qui existent entre les sexes. Et cette perspective de genre, eh bien, on demande à ce qu'elle soit prise en compte dans l'élaboration de la politique fiscale et budgétaire, dans le système de santé, dans la justice, mais aussi, attention, c'est là où ça devient un petit peu périlleux, également au sein des corps de police, c'était précisé dans 2 articles, et également, alors attention, les forces armées. Les forces armées devaient également appliquer et mettre en place une perspective de genre. Ensuite, les droits sexuels et reproductifs qui ont déjà été évoqués ce matin, donc je ne l'évoque pas. Et enfin, un article auquel étaient très attachés les féministes, la reconnaissance du travail domestique et de l'aide. Alors là également, j'ai des difficultés à traduire. On dit cuidado en espagnol pour dire en fait toutes les tâches que font les femmes dans l'aide dans la famille, de prendre en soin les aînés, les enfants des autres, les cousins, etc. Et ça, c'était un élément très, très important qui est reconnu à plusieurs reprises. Et enfin, pour moi, en revanche, le point le plus intéressant de ce texte, ça reste la parité. Pourquoi? Parce que la parité, elle est inscrite dans l'ADN de cette constitution. Et tout l'objectif était de mettre en place une démocratie paritaire. On la voit, elle est inscrite dès l'article 1 de la Constitution. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet proposait une parité de résultats et non de moyens. C'est-à-dire qu'il fallait arriver à cette parité. Ce n'était pas il faut mettre en place des listes électorales avec tant de sexes, autant d'hommes, de femmes dans les listes électorales. Il fallait arriver à un résultat. Et ce résultat, il est imposé à tout. Moi, je qualifie ça de parité totale parce qu'elle était obligatoire, cette parité, pour toutes les instances collégiales de l'État. Et quand je dis toutes, c'est-à-dire qu'elles sont pratiquement toutes listées. C'est le Parlement, les 2 chambres doivent être paritaires, le gouvernement doit être paritaire, la Banque centrale doit être paritaire, la Cour constitutionnelle doit être paritaire, l'administration doit être paritaire, les tribunaux doivent être paritaires, les conseils d'administration d'entreprises publiques et semi-publiques doivent être paritaires. Et attention, attention, encore un exercice encore plus périlleux, mais aussi les organes de décision des forces armées et des forces de l'ordre devaient également être paritaires. Et ça, cette dimension, quand on lit le texte, on se rend compte de l'ampleur de ce qui a été mis en place. Et voilà pourquoi une collègue parle de parité à la chilienne, parce qu'il n'y a aucun texte qui est arrivé à ce point, il y a rien, là on a dépassé tout élément de référence. Voilà, ce choix qui a été fait est effectivement inédit. Et de ce fait, moi, ce matin a été évoqué Roberto Gargarella, qui a été très critique sur le texte, le constitutionnaliste argentin, qui a dit que ce texte n'avait pas en réalité retouché à la salle des machines. Et là, je mets un peu mon chapeau de féministe en disant mais c'est parce qu'il n'a pas lu, il n'a pas vraiment lu le texte, c'est pas possible. Quand on met en place une telle parité, évidemment, elle implique une rupture, en tout cas un chamboulement tellement complet entre le public, le privé et les relations de pouvoir que rien que cette exigence de parité est une refonte de la salle des machines. Et en ça, c'est une de mes divergences avec Roberto Gargarella. Et je voudrais finir juste sur une point de question de savoir, puisque là, je pense que vous vous avez convaincu, ce texte, il était féministe, avant-gardiste. Je voudrais juste terminer, vous dire, est-ce qu'il était totalement avant-gardiste? Pas totalement à mes yeux. Il l'est, bien évidemment. Hein, je viens de vous expliquer qu'il y a une démocratie paritaire inédite, mais est-ce qu'elle est totalement avant-gardiste? Je n'en suis pas certaine. Pourquoi? Parce que pour moi, il y avait déjà un féminisme en gestation au Chili, et donc il n'est pas né ex nihilo, ce n'est pas un avant-gardisme, en tout cas, qui n'a pas de racines au Chili.
Ici, on les voit, les féministes avaient déjà lancé plusieurs mouvements en 2018-2019, donc là, on les voit dans la rue. On a eu aussi un groupe très important qui s'appelait Las Tesis, qui était ces femmes qui ont créé une chanson sur les violences sexuelles et qui ont été reprises à travers le monde. Et des réformes avaient déjà été mises en place au Chili. Ce projet de constitution ne vient pas de nulle part. La question de la perspective du genre est déjà en fait mise en place au sein du pouvoir judiciaire. Ça peut paraître fou de le voir inscrit dans la Constitution, mais c'est déjà mis en place depuis 2014. Depuis 2015, on a déjà des éléments liés à la parité. Et en ce qui concerne l'écriture inclusive, on le retrouve déjà dans d'autres constitutions. Ça peut paraître très innovant, très dans l'air du temps de dire d'écrire une constitution avec une écriture inclusive, mais en réalité, c'est déjà fait. C'est déjà fait, on en a déjà en Équateur, en Bolivie, on l'a déjà. Et dernière question, est-ce que c'est pourquoi il n'est pas si avant-gardiste? C'est parce que je pense qu'il y a un côté inexorable à ce féminisme, en tout cas une part de ce féminisme. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier ici l'importance du système interaméricain des droits de l'homme. On l'a un tout petit peu mentionné, mais c'est vraiment un système qui est extrêmement important dans le continent latino-américain. Et notamment, il y a un arrêt qui est souvent cité, qui est l'arrêt González et autres contre le Mexique, qui traitait de violences faites aux femmes et qui avait conduit à la condamnation du Mexique. Et pour ceux qui ne sont peut-être pas très familiers avec ce système de protection des droits de l'homme, il faut comprendre que ces deux instances, qui sont la Commission et la Cour, sont très exigeantes en matière de droits fondamentaux. Et elles ont déjà commencé à exiger beaucoup d'avancées en matière de droits des femmes. Et pourquoi je pense que ce féminisme est en partie inexorable, pas totalement, mais en partie, c'est parce qu'on voit un attachement très important à la question de la parité, y compris au sein de la population. Tout le monde paraît très surpris sur cette parité totale, sauf qu'en réalité, c'est pas ce qui a justifié le rejet du texte. Et les Chiliens, ils sont plutôt attachés. Là, on a des enquêtes qui ont été faites 2 mois après l'échec du référendum. Et là, c'est indiqué que la parité entre les représentants entre hommes et femmes, c'est à 37%, ils sont totalement d'accord sur l'idée qu'il faut le garder, et à 44% d'accord sur le fait qu'il faut garder cette parité. Et on voit que même les partis, même les plus à droite, marquent leur attachement à cette parité. Et peut-être qu'on va arriver à quelque chose d'assez incroyable au Chili, où on va avoir la suite d'un processus constituant qui va être rédigé par une droite, une extrême droite, mais qui peut-être potentiellement va consacrer une parité qui n'aurait été jamais vue, qui n'a jamais été vue dans aucun autre pays, parce qu'il s'agit d'un des éléments qui paraît faire consensus. Donc nous verrons, à nouveau, peut-être que je m'engage et vous pourrez bien rire de moi d'ici décembre, mais en tout cas, je pense que peut-être là, sur ce point, il s'agit d'un avant-gardisme qui fait consensus au Chili. Merci beaucoup.